Alors, je ne sais pas si vous me voyez là, mais j'imagine que oui. Alors, chers confinés, bonsoir. Enfin, ou le contraire, si vous préférez. Alors, on va faire comme le 20 heures. On va pas atteindre les retardataires. On va commencer direct. Bonsoir Cédric. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là. Mais comme on va pas les attendre, bah, c'est pas grave. J'aimerais commencer par vous remercier tous pour les innombrables questions que vous ne m'avez pas envoyées, ce qui m'évite d'avoir à y répondre. Alors apparemment il n'y a pas encore grand monde, hein. Et ben ma foi tant pis, ils vont louper le début. Alors donc le confinement, c'est l'occasion ou jamais, hein. C'est cette crise du coronavirus. C'est vraiment l'opportunité qu'il fallait pour pouvoir communiquer avec vous. Je veux dire, c'est ça ou Netflix, hein. Netflix, c'est bien, mais au bout de 2 semaines, je veux dire, on est content d'entendre autre chose. Donc ça tombe bien, voilà, je suis là sur Courant Constructif. Et donc, on va pouvoir parler d'autre chose. Et un autre avantage de ce coronavirus, c'est qu'il met en exergue l'absurdité profonde du système économique obsolète actuel, qui donc n'est plus fonctionnel, hein. On voit la fuite en avant qui se précise pour essayer de s'enfoncer. Et donc c'est l'occasion ou jamais de mettre en exergue certains phénomènes. On nous accuse à courant constructif, on nous a eu traité de, de, de capitalistes libéraux, enfin voilà. Alors, autant le dire tout de suite, hein, c'est vrai, on est capitaliste, on est libéraux. Pas par conviction, hein. C'est pas par conviction, c'est simplement parce que le système il est comme ça. Le capitalisme ne va pas durer éternellement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là, c'est lui qui a fait quand même, qui a quand même permis la meilleure élévation de la population. Et on ne peut pas le déterminer comme ça, d'y mettre fin. On est bien conscient, courant constructif, de toutes les alternatives, plus ou moins foireuses, techniquement plus ou moins plausibles, qui existent de part et d'autre, à gauche, à droite. Mais on ne se pose pas la question, puisque de toute façon, elles ne se feront pas. Puisqu'elles ne se feront pas, ça sert à rien d'entamer le sujet. Il y a des gens qui sont arrivés sur Courant Constructif, puis qui nous ont dit oui, non, alors, vous êtes bien trop capitaliste pour nous, moi je m'en vais. Voilà. Bon, ben, va sur ton groupe populiste, voilà, vous continuerez de vous gratifier parmi avec vos petites idées, qui donneront évidemment, qui n'amèneront jamais rien. Nous, on essaye de proposer une vision systémique, complètement systémique. Vous allez voir que je vais essayer de vous la démontrer, parfaitement intégrée, qui a l'avantage d'être réaliste, qui est plausible. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin que ce soit tous les pays du monde ou alors on se retrouve avec une économie isolée ou Dieu sait quoi. Non, non, c'est ce qu'on propose, c'est la même chose qu'avant en déplaçant quelques curseurs. Ça fait que l'économie est toujours identique à ce qu'elle a été aujourd'hui, mais en s'adaptant au XXIe siècle. Le, on voit bien que le problème depuis une trentaine d'années, on va dire, même 35 ans maintenant, ça fait quand même des années que je dis 30 ans, il faut quand même actualiser un peu. On a financiarisé de plus en plus, on a accéléré la financiarisation de l'économie dans le seul but de créer de l'emploi. Le néolibéralisme, qui touche là à son terme, on voit qu'il n'ira pas plus loin, ce n'est pas possible. On finance l'économie à crédit, on s'apprête là pour compenser les dommages du coronavirus à des investissements colossaux qui seront financés par de la dette. L'Europe a suspendu la contrainte des 3%, la règle des 3%, pour que les pays puissent se surendetter, juste dans le but de continuer d'avancer encore dans ce système qui n'est plus rentable depuis longtemps. Et donc le néolibéralisme va toucher à son terme. Mais le problème de ce néolibéralisme, c'est que sa notion compromet l'idée de libéralisme. Je vous disais, nous sommes des capitalistes libéraux. Oui, mais le libéralisme,
il est social. Le néolibéralisme, il est financier. Le libéralisme, c'est une notion qui est apparue au XIXe siècle, alors que l'ouvrier appartenait à son patron. À ce moment-là, il s'agissait de libérer l'ouvrier pour lui pour lui accorder son droit d'initiative, pour lui accorder une autonomie de manière à lui offrir la possibilité de s'extraire de sa condition. C'est ça le libéralisme. Et donc il est social, il est économique si on veut, mais il est social. Alors que le néolibéralisme est un mécanisme financier. Et ce mécanisme financier, contrairement à ce qu'on prétend, il n'a pas été déterminé, c'est pas un déterminisme consistant à libéraliser la finance au profit des plus riches. Non, c'est le système qui, refusant d'évoluer, pour maintenir de l'emploi, à tout prix, a finalement décidé de libéraliser de plus en plus la finance pour favoriser l'investissement, favoriser le capital, donc maintenir à tout prix les entreprises obsolètes pour les rendre rentables. Parce que le paysage industriel qui sévit dans les économies avancées, pas seulement en France, c'est dans toutes les économies avancées, est obsolète. De construire de l'automobile, les aciéries, en Allemagne c'est encore pire, ils ont des fonderies, ils ont des mines de charbon, je veux dire, leur économie c'est la France de 1975, hein. Donc c'est quelque chose de colossal. Et à côté de ça, ils ont une industrie biotech, une ingénierie colossale. Et donc ça fait que on se retrouve confronté à, juste dans le but d'avoir de l'emploi, de maintenir toutes ces entreprises qui sont ultra polluantes. C'est l'industrie du XXe siècle qu'on perpétue au XXIe siècle. On va jusqu'à ne pas faire évoluer la société pour qu'elle ait toujours besoin de la production du XXe siècle, alors qu'elle pourrait se contenter de la production du XXIe qui serait beaucoup plus écologique, mais qui serait moins génératrice d'emplois. Et donc pour ça, on a favorisé la finance, favorisé, au point que les entreprises ont finalement payé de moins en moins d'impôts, le capital a été quand même globalement de moins en moins taxé, on a fait des cadeaux de charges sociales. Ça fait que les entreprises redistribuent aujourd'hui 40% moins de la création de richesse qu'elles engendrent. Et malgré tout, malgré cette diminution de la redistribution de leur création de richesse, elles ont de la peine à la payer. Pourquoi? Parce qu'elles sont non rentables. Comment on fait pour les rendre rentables? Eh bien, on favorise l'investissement, on favorise la finance, et donc ça induit le néolibéralisme. Et donc on a creusé continuellement l'inégalité, alors que l'inégalité a reculé depuis la révolution industrielle. Au moment de la Révolution française, 80% de la population n'avait rien. 10% n'avaient pas grand-chose, 3% étaient un peu favorisés, et puis il y avait 2% qui concentraient tout, hein, les pouvoirs, l'argent, les droits, les avantages. Et donc on a fait régresser l'inégalité, on l'a fait régresser avec tous les épisodes qu'on connaît, on est passé par le paternalisme, hein, à l'ère de l'industrialisme. On a fini par le travailleur a fini par acquérir des droits sociaux. Et donc on est arrivé jusque-là, petit à petit, l'individu a acquis des droits, il est monté, et on a fini par parvenir à une population qui est donc instruite, qui a des avantages, mais qu'on fait toujours travailler au lieu d'exploiter sa capacité à faire autre chose. Et pour ça, on a insisté sur l'investissement dans les industries obsolètes, qui sont obsolètes tout simplement, et on s'est accroché à l'emploi comme une moule à son rocher. Et donc, ça a induit le néolibéralisme. On a dit aux investisseurs, aux financiers, écoutez, on va vous faire des cadeaux, on va vous aider, mais investissez pour que ça crée de l'emploi. Au point qu'on a perdu de vue un élément clé de la société. Un élément clé qui était le socle de la société. C'est que le rôle d'une entreprise, c'est pas de créer de l'emploi, c'est de créer du profit. Alors il y en a qui disent, ouais, ça y est, le pognon, l'humain. Non, mais sans pognon, il n'y a pas d'humain. Tout est économique. Et le rôle d'une entreprise n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle d'une entreprise, c'est de créer du profit, de créer de la richesse qui va bénéficier à tous. C'est-à-dire que cette richesse, on va devoir la taxer. En 1980, pour ceux qui l'ignorent, l'impôt sur les sociétés était à 50%. Mais il a été, au sortir de la Première Guerre mondiale, il était à 100%. On l'a mis à 100%, ça a coulé des entreprises qui se sont retrouvées sans bénéfice du tout. Donc l'État a tout pris, puis ça a coulé les boîtes.
et il a eu atteint des 75% au fil du siècle. Et là, en 1980, il était à 50%, et aujourd'hui, je ne sais plus, il doit être à 21 ou 23%, quelque chose comme ça, et c'est absolument ridicule, c'est insuffisant, et ça fait qu'on a transféré la redistribution de la création de richesse des entreprises vers les classes moyennes, tout simplement pour rendre rentables des industries qui, comme elles sont obsolètes, elles entrent en compétition directe, en concurrence directe avec les productions d'autres pays qui n'ont pas le même niveau de développement sociétal que nous. Et donc, la production y coûte beaucoup plus cher. Et comme elle y coûte beaucoup plus cher, eh bien, fatalement, pour être compétitif, eh bien, il faut consentir à des sacrifices. Alors, chez eux, ben, c'est le travailleur qui bénéficie de peu de droits et qui a peu de salaire. Et puis chez nous, ben, c'est l'investisseur qui a beaucoup d'avantages, le contribuable paye, on subventionne littéralement l'emploi dans le but de générer des places de travail. Mais quoi qu'on fasse, le chômage augmente quand même, c'est indéniable. Je vois qu'il y a Martin là, qui est avec nous. Dernièrement, il s'amuse à faire un petit schéma, un petit graphique. Je veux dire, qui est plus qu'éloquent. On voit clairement la tendance du chômage qui augmente, et c'est normal. Et c'est une bonne chose en fait. C'est le problème, c'est l'appréhension qu'on en a aujourd'hui dès qu'on attaque l'emploi. Par exemple, pour les caissières, on dit oui, il faudrait automatiser les caisses. Tout de suite, les gens s'offusquent. Oui, encore du travail perdu. C'est hallucinant de penser qu'il y a des gens qui rêvent pour leurs enfants qui puissent avoir un travail comme à la caisse des supermarchés. Je veux dire, c'est assez incroyable. C'est devenu un leitmotiv. Non mais attends, tu te rends compte, il faut des emplois pour nos enfants. Donc, mais n'importe quel emploi. Donc ça veut dire, voilà, alors tu vas faire bac plus 5 mon fils pour que tu puisses aller travailler à la caisse d'Intermarché. C'est complètement absurde, mais on est arrivé dans ce niveau d'hystérie-là. Et donc on est prêt à tout pour préserver les emplois. Et pour préserver ces emplois, ben, on est prêt à tous les sacrifices, on est prêt à tous les cadeaux. Alors, les entreprises ne redistribuent plus leurs charges, elles ne marchent quand même pas. Mais par contre, les actionnaires, eux, se gavent. Ils se gavent pas des bénéfices des entreprises puisqu'elles sont plus rentables, mais des subventions directes ou indirectes à l'emploi qui servent à les faire tourner. Et ça, alors que si on remplaçait cette industrie, si on la remplaçait par une nouvelle, elle serait beaucoup plus génératrice de richesse, de création de richesse, parce qu'en réalité, si ces entreprises sont obsolètes, c'est juste qu'elles sont inadaptées à notre niveau de développement technologique et donc sociétal. On peut mesurer, il y a une corrélation directe entre le développement sociétal des pays et leur développement économique. Et donc, ça fait que elles sont indignes de notre niveau de développement. Et plutôt que d'avoir de nouvelles industries, de délocaliser celles-là chez les émergents pour les enrichir, et ainsi pouvoir leur vendre ce qu'ils ne sont pas capables de produire dans nos nouvelles industries à bien plus forte valeur ajoutée parce que mieux adaptées à leur époque, de plus fortes technologies, eh bien, on les concurrence directement frontalement. Et forcément, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, et pire que ça nous enfonce. Parce que pour parvenir à ça, on a atteint des sommets de bêtises. On a atteint des sommets de bêtises où on est allé jusqu'à amener les taux directeurs en territoire non seulement zéro, d'abord très bas, puis zéro, puis même négatif. Voilà, le taux d'escompte est négatif par moment sur les banques centrales pour favoriser l'investissement. Favoriser l'investissement, entre guillemets, ça veut dire permettre aux entreprises d'emprunter, de prêter aux entreprises. Donc ça veut dire les endetter. Ça veut dire qu'on surendette nos entreprises, on phagocyte l'investissement pour qu'elles maintiennent ces emplois, pour qu'elles continuent d'exister alors même qu'elles sont plus rentables, alors que ces investissements devraient normalement aller aux émergents. Comme ils ne vont pas aux émergents, les émergents ne reçoivent pas les investissements dont ils ont besoin pour se développer. Comme ils ne reçoivent pas ces investissements pour se développer, ben, ils doivent emprunter. Ils doivent constituer une dette souveraine pour se développer. Ça contraint leurs finances publiques, donc le déploiement de leurs infrastructures, parce que l'État ne peut pas investir sur le développement économique et les infrastructures en même temps. Donc les infrastructures relèvent de l'économie régalienne, alors que l'industrie relève essentiellement de l'investissement privé.
Et donc, ça fait que les émergents se retrouvent à patauger entre le déploiement d'industries, mais qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour les alimenter, mais ils ne peuvent pas payer les infrastructures parce que sinon ils n'ont pas l'industrie pour capter leur création de richesse pour les financer. Et donc, voilà pourquoi ils pataugent. Et donc, ça fait que nous, en phagocytant cet investissement, finalement, on vit à crédit sur le dos des émergents avec qui on peut moins échanger, puisqu'on ne les enrichit pas en ne délocalisant pas chez eux nos industries obsolètes. Donc ils ne s'élèvent pas, donc on n'étend pas nos marchés. Et donc ça fait qu'on ralentit les échanges mondiaux, donc la croissance mondiale, et donc la nôtre, par extension. Et donc ça veut dire qu'on crée notre morosité économique juste dans le but de maintenir de l'emploi. On s'accroche à cette idée d'emploi, et donc pour ça on lamine l'économie, mais non seulement la nôtre, mais celle du monde entier, qui par retour de balancier nous revient dans la figure. C'est évidemment complètement irréaliste. Et là, avec le coronavirus, on a vu à quel point ce n'est plus possible. Une économie qui ne supporte pas, on va dire, 2 semaines de suspension, de ralentissement, sans se retrouver en état de récession, on ne peut pas dire qu'elle soit viable. Je veux dire, on ne peut pas penser qu'on a 250 ans de révolution industrielle, qu'on a produit tout ce qu'on a produit, et puis tout d'un coup, en 2 semaines, comme ça, on perd 35% de PIB sur la période, et ça nous met dans une situation, on commence à s'affoler à coups de dizaines de milliards qu'on va perdre et tout. Normalement, c'est rien du tout pour une économie développée. Seulement, comme c'est une économie qui travaille à flux tendu, qui fonctionne qu'à crédit, qui est financée à crédit depuis des décennies, eh bien, forcément, ça ne marche plus. La dette souveraine, la dette de la France, c'est quoi? Alors, c'est aussi le cas pour les autres pays, mais elle n'a pas tout à fait les mêmes origines. Chacun a son propre processus, mais la cause globale, la cause de départ est toujours la même. Excusez-moi. Au début des années 70, il y a eu les crises pétrolières. Ça a mis fin aux 30 Glorieuses, et donc la France a découvert le chômage. Valéry Giscard d'Estaing, pour financer l'État, s'est mis à emprunter massivement à la Banque de France. Même quand il s'est retrouvé confronté au serpent monétaire européen qui interdisait ses emprunts directs à la banque centrale, il est passé par une astuce en contraignant les banques commerciales à s'installer en acheteurs de second rang, et donc il les a contraints à acheter de la dette d'État. Voilà, tout simplement. Et donc ça fait que comme ça, il continuait de financer l'État par des emprunts à la Banque de France. Les marchés n'étant pas dupes, évidemment, et donc le franc français a perdu 80% de sa valeur, plus de 80% de sa valeur entre 1971 et 1986. Il est passé sur la période, en 15 ans, de 1 franc français pour 4 francs suisses à 4 francs français pour 1 franc suisse. En 1981, Mitterrand a repris le flambeau, puis c'est comme Mitterrand, s'y connaissait en économie, comme moi en dentelle bretonne médiévale. Il ne savait pas comment financer ses grands plans sociaux, donc il a repris le flambeau, il a continué la même chose. Alors on est passé d'une inflation de 8% jusqu'à 14%, là, voilà, ça est monté en flèche. Et il s'est financé comme ça jusqu'en 1985. En 1986, il y a eu la première cohabitation. Et donc l'opposition de droite est revenue à la majorité et s'est opposée à la loi de finances de 1986, conformément à la Constitution de 1957 qui imposait au président, qui retire au président le pouvoir monarchique sur la monnaie, quelque chose qui n'avait jamais été mis en application et que Valéry Giscard d'Estaing a mis concrètement en application avec sa loi de 73 dont tout le monde parle. Et donc, ça fait que c'est une loi de démocratisation du contrôle du pouvoir de création monétaire. Avant, le président, il faisait ce qu'il voulait. Il donnait un ordre, voilà, créez-moi tant de monnaie, et hop, ça arrivait. Alors que, d'après la Constitution de 1958, le président, pour emprunter à la Banque de France, devait obtenir l'aval des gouverneurs de la banque, du ministre de l'économie et de l'Assemblée. Alors, le ministre de l'économie, c'est pas un problème puisque il est de la majorité en général. Les gouverneurs de la banque, c'est pas un problème puisque c'est lui qui les nomme. Puis l'Assemblée, c'est pas un problème quand la majorité est là. Puis tout d'un coup, on se retrouve confronté à une cohabitation et le ministre de l'économie n'est plus de notre bord et l'Assemblée non plus. Et là, c'est pas passé. Et donc en 1986, l'inflation est passée de 10% à 2% d'un coup, brutalement. Elle n'a plus évolué depuis.
elle s'est stabilisée, elle a même encore un peu baissé, ce qui est un problème pour certains, sous certains points de vue. Et donc à partir de ce moment-là, ben, Mitterrand n'a pas eu d'autre choix que d'emprunter sur les marchés. Et c'est là que la dette a commencé à s'envoler. D'autant qu'entre-temps, au milieu des années 80, il a été introduit un élément ultra-keynésien, tout le monde en appelle au keynésianisme, mais le problème c'est que le keynésianisme a ses propres dérives. Et donc au milieu des années 80, ou 85, donc vraiment le plein milieu, a été introduite l'économie des conventions. L'économie des conventions, c'est un concept qui permet de soustraire l'économie à la rationalité humaine. C'est-à-dire que si un projet ne sert à rien, la rationalité humaine voudrait qu'on ne le fasse pas. Alors, l'économie des conventions permet de prédéterminer l'orientation de l'économie, et donc l'économie se suffit à elle-même et fonctionne en mode autonome. Voilà, on a largué les amarres et on produit de la monnaie, on injecte de la monnaie dans un but keynésien d'injecter de l'argent pour créer artificiellement de l'activité. Keynes avait dit qu'une unité monétaire introduite dans l'économie en rapportait 3 dans un plan de relance. Alors les ultra-keynésiens se sont dit, ben, on n'a qu'à être en permanence dans une politique de relance. Et donc on va injecter de l'argent, comme ça va créer de l'activité. Et alors, ça s'est traduit depuis 1985. Eh ben, on a créé des médiathèques, des piscines, des stations de ski, des ronds-points. On a fait des ronds-points partout. Là, c'est quand on savait plus quoi faire, on a fait des ronds-points partout. Mais tous les cœurs de village ont été améliorés entre guillemets. Le cœur de mon village, là, à Garlin, moi, je l'ai pas connu avant. Je sais pas exactement quand il a été refait. Ça doit faire 20 ans, je pense, ou 25 ans. À l'époque, il y avait quelques marronniers, c'était de la terre battue, les gens jouaient à la pétanque, il y avait une fontaine. Et là, ben, on a investi, la commune a investi l'équivalent de 300 000 euros, et ils l'ont surélevé, ils ont mis quelques arbres, quelques bancs, ils ont dallé tout ça, ils ont mis une pseudo-fontaine absolument répugnante qui ne marche pas, donc elle est tout le temps à l'arrêt, et il n'y a plus personne sur la place. Depuis qu'ils ont fait cette place, il y avait une supérette, elle a fermé. Il y avait un hôtel qui marchait très bien, un magnifique hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Parc, un truc absolument exceptionnel qui vraiment marchait très très bien, qui est vraiment le bel établissement à la française. Il a fermé, il a rouvert 2, 3 fois, puis il a fait faillite quand même. La commune l'a racheté pour 80 000 euros. Et maintenant, le tabac, qui était le commerce juste devant cette place, eh ben, il vient de déménager pour aller sur la grande place à l'entrée du village. Voilà, donc on a tué le centre de village. Mais on a investi des centaines de milliers d'euros. Ce village de Garlin, qui a 1800 et quelques habitants, 3600 habitants dans le canton, a investi 1 million d'euros dans sa médiathèque. Alors, je dis pas qu'il n'y a jamais personne, mais chaque fois que j'y suis allé, il y avait 1, 2 personnes. Hein, je veux dire, ça marche pas. Clairement, ça marche pas. C'est entièrement subventionné. Hein. C'est subventionné à 80%. Et donc, on a investi cet argent comme ça pendant des décennies, juste dans le but de créer de l'activité keynésienne. Et donc, tout ça, c'était de la dette. Et cette dette part aussi dans le subventionnement de l'emploi. Quand vous recevez un chèque énergie, vous avez droit au chèque énergie, vous recevez 240 euros jusqu'à 200 euros. Ce chèque énergie, c'est un signal à l'employeur, mais payez moins. Nous, on va l'aider à payer l'énergie. Donc ça veut dire qu'on subventionne l'emploi. Ça veut dire que c'est plus l'entreprise qui paye le salaire, c'est le contribuable. La prime d'activité qui est dévolue à ceux qui ont le SMIC, blablabla, c'est quoi? C'est une subvention du salaire. On dit à l'entreprise, écoutez, payez-les moins, mais embauchez-les. Nous, on va les aider, on va leur donner une prime pour qu'ils puissent vivre. Voilà, et on fait comme ça pour tout. Et donc, ça fait que tout cet argent génère le déficit de l'État. On parle de fraude fiscale, mais la fraude fiscale a toujours existé. On en parlera de la fraude fiscale. On va la résoudre aussi à courant constructif. Hein, c'est le concept, on l'a. Et donc tout cet argent s'est entassé, juste dans le but de s'accrocher à l'emploi. Uniquement de s'accrocher à l'emploi. Et ça, alors que le premier paramètre de la transition écologique, c'est la fin de l'emploi comme socle de la redistribution de la création de richesse. Parce que l'emploi, il faut être objectif. Il n'améliore plus la vie de qui que ce soit depuis des décennies. Il est faux de dire que l'objectif, c'est que les gens aient un emploi pour qu'ils puissent vivre. Non, c'est pas vrai. Ça ne rapporte plus de quoi vivre. C'est même le contraire. En réalité, ça fait belle lurette
que comme de plus en plus d'emplois est artificiel, c'est-à-dire que c'est des fonctions qu'on a créées dans le but que des gens puissent les occuper, ça fait que ces emplois diluent le revenu des salariés qui sont indispensables. Aujourd'hui, 40% des emplois sont inutiles. Ça veut dire qu'on occupe des gens qui ont été éduqués tout au long du XXe siècle grâce à la formidable croissance du consumérisme. On les fait bosser dans des jobs de merde, des jobs bidons, les bullshit jobs, juste dans le but qu'ils aient un revenu de misère. Et pour verser ce revenu de misère, eh bien, les salariés, les 60% de salariés qui, eux, ont une vraie fonction, c'est-à-dire une fonction qui n'est pas automatisable ou qui n'est pas substituable, ceux-là voient leur revenu amputé. Au lieu de gagner 2450, ils gagnent que 2270. Et puis ceux qui sont tout en bas, au lieu de gagner 1780, ben, ils gagnent plus que 1490, ils sont au SMIC. Et donc ça fait qu'on dilue les salaires, et ça fait qu'au fil du temps, le revenu médian n'a pas arrêté de rejoindre le SMIC. Le revenu médian augmente continuellement, il augmente toujours, mais il augmente beaucoup moins vite aujourd'hui que dans les années 80. Pour info, le SMIC était à 353 € en 1981. Donc il est faux de prétendre que le salaire n'augmente pas avec le coût de la vie. Je veux dire, le SMIC était à 353 € en 1980, il est à 75 € en 1950. Voilà, donc là, comme ça, vous voyez la courbe des salaires. Et aujourd'hui, le SMIC, il est à 1490. Donc, je veux dire, les salaires augmentent. Seulement, et le revenu médian donc continue d'augmenter, mais la progression de sa hausse diminue, c'est-à-dire qu'il augmente de moins en moins vite. Et donc, ça fait qu'il se rapproche insensiblement du SMIC. Dominique de Villepin disait déjà à l'époque où il était Premier ministre que le problème de la France, c'est que le revenu médian est trop proche du SMIC. Mais c'est vrai dans tous les pays. Dans tous les pays, sauf l'Allemagne, on verra pourquoi. Je vous en parlerai tout de suite après. Et donc, ça fait que on grève le pouvoir d'achat, même si le revenu médian augmente, comme le nombre de lignes dans le budget des ménages augmente au gré de la complexification de la société. Plus on avance dans le temps, plus la société est complexe et donc plus les gens ont des besoins. Des besoins qui sont créés artificiellement peut-être, mais pas forcément. C'est aujourd'hui que tout le monde ait son téléphone portable dans la famille, je veux dire, c'est pas un besoin superflu, c'est pas vrai. Qu'on ait Internet, qu'on ait la fibre, c'est pas un besoin superflu. Même de s'abonner à Netflix, c'est pas un besoin superflu. C'est évidemment, on peut pirater des films, mais pirater des films, c'est illégal, c'est pas normal, je veux dire, voilà. Donc alors, même si je le fais plus souvent qu'à mon tour, évidemment. Mais le fait est que les besoins sont là, ils augmentent. En 1950, moi j'ai entendu des gens dire oui, mais en 1950, au moins un homme pouvait nourrir sa famille avec un seul salaire. Oui, oui. Oui, mais avec des pompes qui duraient une vie, qu'il fallait réparer chez le cordonnier, les fringues, on les recousait, on les rapiéçait, il possédait un seul costard qui traînait toute sa vie. Il n'y avait pas de salle de bain dans la maison, hein, les toilettes étaient à l'étage, communes à tout l'étage, etc., etc., etc. Il faut voir comment vivaient les gens. Hein. Ils n'avaient pas de voiture, puis ils allaient en vacances, et puis gna gna gna, puis gna gna gna, hein. Donc, je veux dire, forcément, donc le nombre de lignes n'a pas cessé d'augmenter. On a ajouté là-dessus le crédit de la voiture, la télévision, les vacances, etc., etc., etc. Puis petit à petit, le nombre de lignes n'a pas cessé d'augmenter dans le budget des ménages, qui s'est rallongé, qui s'est rallongé, qui s'est rallongé. Et donc, ça fait que plus le revenu médian augmente, mais les dépenses des ménages augmentent. Et comme le revenu médian augmente moins vite, ça fait que les gens ont moins de pouvoir d'achat en réalité. Parce que les besoins augmentent, mais ils n'arrivent plus à les assumer malgré la hausse de leur salaire. Et donc ça fait que quand vous avez un gilet jaune qui vous dit que son pouvoir d'achat a baissé, ben même si son salaire a augmenté, il a raison. C'est même si les prix ont baissé, même si son salaire a augmenté, son pouvoir d'achat a bel et bien baissé. Parce que les besoins sont de plus en plus conséquents, ils sont de plus en plus nombreux, le système est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de faux frais pour pouvoir répondre aux obligations citoyennes, etc., etc. Puis tout ça, c'est des petits montants qui viennent se cumuler, et ça fait qu'aujourd'hui, un salaire se gère presque comme une petite entreprise. Avant, on se contentait d'aller au marché, on payait son loyer, on allait au marché, et puis voilà, je veux dire, on avait géré son budget. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, hein, c'est presque une comptabilité.
Et donc ça fait que on appauvrit en réalité la population. Et on l'appauvrit depuis un sacré bout. L'emploi ne génère plus ne favorise plus l'amélioration de la vie depuis des décennies. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas agresser le travail ou quoi que ce soit. C'est juste abandonner cette notion d'emploi comme socle de la redistribution de richesse pour accepter l'idée que d'autres opportunités d'exister peuvent se produire. Ça veut dire que moi, je considère, je le dis depuis longtemps, et je me suis fait assez attaquer pour ça, chaque emploi perdu, c'est un pas vers l'avenir, c'est de la ressource libérée pour l'économie du XXIe siècle. Alors évidemment, c'est un peu agressif, ça peut passer pour être un peu agressif, mais, euh, mais encore faut-il que l'économie du XXIe siècle existe, évidemment. Voilà. Et c'est là que courant constructif intervient. Nous avons une vision systémique, solutionnelle, qui permet non seulement de répondre à ces critiques, c'est-à-dire à permettre à la population d'exister, euh, qui permet à la population d'exister autrement que par l'emploi, par une contribution, ce qui revient à créer une nouvelle couche économique génératrice de production de richesse. Si vous réfléchissez, il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 universités pour le comprendre. Toute l'histoire de l'économie humaine, ce n'est qu'un ajout, un cumul de nouvelles couches économiques au fil des siècles. Il y a des milliers et des milliers d'années, il y avait le chasseur-cueilleur. Puis il arrivait la poterie, donc le potier. Puis il arrivait l'agriculture, donc l'agriculteur. Il a fallu des outils, donc il y a eu l'outilleur. Alors tout le monde à l'époque faisait ses propres outils, faisait sa poterie, son machin. Il n'y avait pas forcément des spécialistes, hein. La spécialisation, c'est un instrument de la civilisation moderne. Mais on a à chaque fois ajouté des éléments. Ça a induit, les échanges économiques ont induit des risques. Donc on a créé des soldats. On a eu on a créé une caste chargée de protéger le village. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans certaines peuplades, le passage à l'âge adulte se fait en prouvant qu'on est un grand guerrier. C'est pas pour rien, je veux dire, c'est quelque chose, c'est primitif comme approche, mais c'est quelque chose qui a perduré pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, on n'a pas arrêté d'ajouter comme ça des couches. On a eu les mineurs, on a eu les maçons, on a eu les charpentiers. Donc, ça veut dire on a ajouté le bâtiment, on a ajouté la construction de routes, etc., etc. On a ajouté le chemin de fer, l'industrie lourde, l'industrie des machines, le charbon. Et à chaque fois, c'est une nouvelle couche économique qui s'ajoute comme ça, des nouvelles couches productives. Et là, la couche du XXIe siècle, c'est celle de l'économie contributive. C'est une nouvelle économie où une frange de la population n'a plus d'emploi, mais contribue dynamiquement directement à l'économie, par tout un tas de moyens, par un environnement intégré qui lui est dévolu et donc qui lui est dédié et dans lequel elle est fortement intriquée et idéalement sans même en avoir conscience. Aujourd'hui, avec les réseaux, créer un outil de communication ne coûte presque rien. Ça coûte rien. Voilà, vous avez faire un site web où les gens peuvent échanger, participer. C'est un petit investissement et ça permet surtout à toutes les populations d'intervenir. Ça fait que dans l'avenir, on va avoir une population, la population va pouvoir s'étendre. On pourrait imaginer que des gens de n'importe quel pays investissent dans n'importe quel pays. Donc on va vers un niveau supérieur d'économie qui va devenir de plus en plus supranational. Et donc là, aujourd'hui, il nous appartient de faire entrer la France dans l'économie du XXIe siècle, comme chaque siècle a connu son évolution. Si vous réfléchissez au XIXe siècle, ça a commencé en 1750, mais en 1750 c'était des bribes, hein, c'était pas, voilà, on n'était pas introduit dedans. Mais au XIXe siècle, il y a eu l'industrie des machines, c'est-à-dire qu'on s'est mis à fabriquer des machines, à les fabriquer, à les améliorer, à trouver de la puissance. Leur rôle, c'était de générer de la puissance. Alors c'était un pilon qui tape, voilà.
Alors au lieu d'avoir un marteau qui tape 300 kilos, vous avez un pilon qui tape 3 tonnes. Donc je veux dire, ça change la donne à l'échelle industrielle. Ça peut être une roue qui tourne, qui déploie des centaines ou des milliers de chevaux, alors qu'avant, ben, il fallait faire les choses à la main, etc., etc. Donc c'est l'industrie des machines qui apporte la puissance. Et donc on a fait tout au long du 19e siècle, cette industrie s'est portée par elle-même, c'est l'industrie des machines qu'on a distribuée à gauche à droite. Et puis au XXe siècle, on s'est dit qu'avec ces machines, cette puissance, il fallait l'exploiter, il fallait en faire quelque chose. Il fallait non pas, fallait passer de l'industrialisme qui visait à construire ces machines, des moissonneuses-batteuses pour les agriculteurs, des locomotives pour aller alimenter les usines, drainer les populations, livrer le courrier et puis exporter des usines les biens qu'elles produisaient, leur production. Euh, il fallait passer au productivisme, c'est-à-dire qu'on allait fabriquer quelque chose, et là, ça allait donner du travail à tout le monde. L'objectif même du productivisme qui est devenu, qui a mené à la société du consumérisme, à la société de consommation moderne, c'était que tout le monde travaille pour avoir un salaire et donc doivent produire des biens qui ne coûtent pas trop cher et ne durent pas trop longtemps pour avoir les moyens de se les acheter, pour que tout le monde ait un emploi et donc un salaire pour avoir les moyens de s'acheter ces biens qui ne coûtaient pas trop cher et ne duraient pas trop longtemps. Voilà, ça c'est le principe du consumérisme, et ça a marché, ça a fait que la population, le niveau de vie de la population s'est élevé plus en 50 ans qu'avant depuis l'apparition du premier hominidé sur Terre. Et donc, c'est durant des millénaires, la civilisation fondamentalement a stagné. Il y a eu une petite amélioration, je veux dire, il est apparu des nouvelles choses, il apparaissait des nouvelles technologies, mais c'est sur des milliers d'années, c'est une pente qui est vraiment très lente. Et tout d'un coup, en 1950, hop là, c'est parti, c'est passé à l'exponentiel. En 1900, la pérennité de l'humanité n'était pas assurée. Il y avait trop peu de population, une grosse pandémie, puisqu'on est toujours dans le sujet, aurait pu mettre en péril la pérennité de l'humanité. On a baissé la mortalité infantile, on a augmenté l'espérance de vie, on a diminué la mortalité en couches. Aujourd'hui, l'humanité n'est plus en péril. Et donc, ça fait que l'humanité peut se préoccuper non plus de sa survie, mais de son avenir. Et son avenir, au XXIe siècle, chaque siècle a eu son évolution. Le 19e a eu l'industrialisme, le 20e a eu le productivisme, le 21e, le contributisme. C'est-à-dire qu'on va exploiter les avantages de la croissance du 20e siècle sur la population. Au début du 20e siècle, la population est encore largement fruste et inculte. J'ai connu personnellement des gens qui sont français de souche, hein, entre guillemets, pour bien, voilà, euh, qui m'ont dit, moi, je ne parlais pas le français jusqu'en 1985. Donc, je veux dire, c'est pas vieux, hein. Et donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on va exploiter la capacité de cette population à se rassembler, à communiquer, à utiliser les réseaux qui, aujourd'hui, n'en sont qu'à leur bribe. Internet, qui nous impressionne déjà, dont on voit qu'il se répand, n'en est qu'au niveau du téléphone en 1920. Je veux dire, il n'a même pas encore commencé à porter ses effets, hein. On n'est même pas au niveau du sketch de Fernand Reynaud, là, le 22 à Asnières, hein. On n'en est pas encore là, hein, avec Internet. Internet, c'est que le début, hein. On est vraiment dans les bribes. Internet, c'est pas Facebook, hein. C'est pas Facebook, c'est pas Google, c'est pas Gmail, hein. Internet viendra un jour où nous interagirons par Internet. Nous interagirons. Et ça, c'est dans bientôt, c'est dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, ça fait que nous devons passer cette étape pour parvenir à établir une industrie qui non seulement ne soit pas écologique, mais soit carrément dépolluante de l'environnement. Une industrie écologique, ça voudrait dire une industrie qui ne pollue plus. Et, et le problème, c'est que de ne plus polluer, ça ne change rien. Jamais l'humanité n'a connu autant de murs qu'aujourd'hui. Alors il y a le mur de l'immigration, il y a le mur du réchauffement climatique, il y a le mur des pandémies, il y a le mur de la déforestation, le mur, le mur, le mur, le mur. Mais jamais elle a connu autant de possibilités. Et c'est là que Courant Constructif est utile pour vous, parce qu'il vous montre ce qu'il se fait, les possibilités que nous aurions de faire, et donc les solutions qu'il y a pour faire évoluer le monde, le tout avec une vision qui est parfaitement systémique. C'est-à-dire que dans notre vision,
qui reste purement capitaliste. C'est pas une vision où les riches, où on va taper sur les riches pour leur faire payer des impôts, comme c'est le cas des autres qui en appellent à taxer les riches, voire même à taxer les Français de l'étranger. Nous, on est plutôt en faveur d'une baisse des impôts. C'est tout ce que nous proposons, nous le finançons. Je veux dire, c'est intégré dans notre environnement. Le revenu de base, par exemple, on a eu Benoît Hamon qui a porté le revenu de base à la présidentielle. Et quand on lui a dit, oui, mais monsieur Hamon, c'est 450 milliards, comment allez-vous le financer? Il a commencé à bredouiller, bon alors finalement, ce ne sera pas tout le monde, ce sera ceux qui en ont besoin. Bon alors finalement, ce ne sera pas tant, mais ce sera plutôt tant. Voilà. Et donc en fait, il n'était pas capable de financer son truc, tout simplement parce qu'il s'est contenté d'adopter le concept, mais sans l'appréhender, sans le saisir, sans avoir l'idée qui va derrière. Parce que c'est une erreur courante qui est couramment menée par beaucoup, de considérer le revenu universel comme une aide sociale universelle pour ceux qui n'ont plus de travail. Voilà. Vous avez plus de travail, alors on va vous donner un revenu universel. C'est pas une aide sociale, le revenu universel. C'est un concept socio-économique d'incidence macro-sociétale. Voilà. C'est comme ça que je le décris et je ne peux pas le décrire autrement. C'est-à-dire que le revenu universel, son rôle, c'est de permettre l'inscription de l'individu dans un schéma. Dans un schéma dans lequel il va pouvoir évoluer. Il ne s'agit pas de lui permettre de quand même réussir à trouver à manger en restant chez lui, comme aujourd'hui les gens qui sont au RSA, qui non seulement déjà n'ont pas de quoi bouffer, mais en plus on les emmerde avec l'obligation de chercher un emploi, sous peine de leur retirer cette pitance. Le RSA à la base c'est censé pour servir à manger. Puis eux, ben, ils doivent l'utiliser pour se chercher un emploi. Et ça coûte cher hein, de chercher un emploi. Hein. Vous avez, je ne sais plus combien, ça doit être 575 balles par mois de RSA. Ça vous coûte 100 euros par mois pour chercher un emploi, mais je vais vous dire, ces 100 euros, ils vous font mal. Hein. Ça fait 100 euros de bouffe en moins dans le frigo. Donc il y a des gens qui mangent pour 100 euros par mois. Voilà, ils mangent pour 100 euros par mois. C'est incroyable. Et tout ça, c'est uniquement dans le but de faire travailler les gens. Juste de les faire travailler. Qui bossent, c'est tout. Alors que ça sert à rien. Non seulement ça sert à rien, mais ça compromet ça compromet même l'économie, l'écologie environnementale. Parce que le travail, tout le monde ne jure que par le travail, par le travail, mais c'est quoi le travail? C'est des grappes, des troupeaux de travailleurs qui tous les matins prennent des métros sordides, des RER pourris, qui s'entassent dans des bouchons, dans leurs bagnoles, dans leur diesel fumant à polluer l'atmosphère, pour aller dans un boulot où ils se sentent tellement bien que certains se pendent au néon ou sautent par les fenêtres. C'est plus possible. On ne peut pas attendre ça des gens. On en est revenu, on n'est pas encore au niveau de Germinal, mais on n'en est pas loin. Hein. À Germinal, on tirait sur l'ouvrier quand il faisait la grève. Aujourd'hui, ben, on a vu que, par exemple, Orange, le patron d'Orange, avait nié les mauvaises conditions de travail. Il y avait des gens qui sautaient par les fenêtres, et puis lui, il les a niés. Non, non, nous, on fait très attention aux salariés et tout. Je veux dire, on est arrivé dans une situation absurde où le travail devient un leitmotiv. Il n'a plus aucun intérêt, il n'apporte plus rien. Pire que ça, les entreprises doivent adapter leur rythme de production à l'humain parce que les machines sont trop efficientes. Et donc, du coup, l'humain ne pourrait pas suivre. Alors, on rend les entreprises moins compétitives pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Et donc, ça fait que on consomme de l'énergie pour déplacer ces masses de travailleurs. On consomme de l'énergie pour produire moins efficacement. On prive les machines de leur rôle de machine pour que l'humain les remplace, prenne la place des machines, qu'il gâche bêtement sa vie en emploi au lieu de laisser la machine travailler, que les shadocks pompent au lieu de laisser les machines pomper. Et donc ça fait qu'on se retrouve avec une économie complètement morose, complètement sclérosée, qui n'a plus aucune performance et qui en plus se prive de la ressource que constitue l'individu qui a été éduqué au XXe siècle. En 100 ans, de 1900 à l'an 2000, l'individu moyen, il a accédé à l'éducation, la culture, la santé. Son espérance de vie a augmenté de 30 ans, voire 40 ans. Je veux dire, on en a fait quelqu'un quand même. Avant, il parlait le patois de son village. Là, et maintenant, il se fond dans la masse. On dit grand-papa, il était du Pays Basque. Hein, je veux dire, voilà. Donc et puis c'est un parigot qui vous le dit. Donc je veux dire, voilà,
on est arrivé à un niveau d'intrication de la société avec une capacité à fournir de l'innovation qui est colossale. Et cette innovation, elle reste dans la masse, parce que la masse ne peut pas la mettre en application, elle bosse. Elle gâche sa vie bêtement au boulot, juste dans le but d'avoir un boulot pour lequel on subventionne l'entreprise à dilapider un pognon de dingue, sans aucun justificatif valable. Et tout ça pour un seul terme, un seul mot, c'est le mot travail. Vous remplacez le mot travail par activité, et c'est terminé, vous avez résolu le problème. Vous changez de système, vous changez de paradigme. C'est la même société, avec les mêmes riches qui gagnent la même chose, qui investissent la même chose, mais les gens sont moins détenus par leur contrat de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail, il est faux de croire que c'est une protection de l'ouvrier. Non, c'est une protection de l'emploi. Gauche ou droite, qui sont l'alternance politique, n'ont pas pour rôle les uns de protéger les entreprises, puis les autres de protéger les humains. Non, les deux protègent l'emploi. Les uns par l'individu, les autres par l'entreprise. Mais les deux ont pour rôle de protéger l'emploi. Et donc, en emploi, sous prétexte de protéger l'individu, on crée la médecine du travail, qui revient à examiner, voir si l'individu, si la bête de somme est toujours apte à produire, ou alors s'il faut la mettre en quarantaine un moment, le temps de la soigner ou l'écarter de l'entreprise pour qu'elle ne corrompe pas la production. Le contrat de travail vise à maintenir, à rendre propriétaire l'entreprise de son salarié. Si le salarié s'en va un jour parce qu'il en peut plus, eh ben il va devoir indemniser le patron. On en est là quand même. Donc, je veux dire, il n'y a plus aucune l'autonomie, la liberté qui existait lors de l'ère florissante des emplois dans les années 50, où des villages entiers travaillaient dans une usine, hein, des villes entières même. Il y avait une seule entreprise qui occupait 80% de la population. Tout ça n'existe plus. Et à cette époque-là, les gens étaient libres. Si vous vouliez partir, vous partiez, voilà. Et donc, on est passé d'une extrême à l'autre, juste dans le but de faire travailler les gens, ce qui revient à les empêcher d'avoir une activité économique. Ils passent leur vie à gâcher bêtement leur vie dans un emploi sans consistance, dont ils ont conscience. Bon nombre ont conscience. Il est faux de penser qu'on s'épanouit au travail. Beaucoup prétendent qu'on s'épanouit au travail. La vérité, c'est que il y a 40% des gens qui s'en foutent de leur emploi. C'est-à-dire que si on les sortait, si on leur permettait de vivre sans avoir un emploi, ça les gênerait surtout pas, mais ça les gêne pas de travailler, ça c'est supportable. Il y en a 30% pour qui c'est carrément épanouissant. C'est un plaisir de travailler, c'est-à-dire qu'ils existent au travers de leur fonction, mais ça veut dire que leur travail, c'est pas d'être ces gens-là, c'est pas le portrait type, c'est pas une hôtesse de caisse, hein. Ça va être une infirmière, ça peut être un bûcheron, ça peut être un directeur de banque, peu importe. Mais je veux dire, c'est pas une hôtesse de caisse qui s'épanouit dans son travail, puis voilà, je fais ce que j'ai rêvé toute ma vie. Je veux dire, c'est pas le cas. Et 30% des gens sont carrément allergiques à leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont dépressifs, on les bourre de médicaments, ils vont se soigner, ils sont malades, ils souffrent physiquement, physiologiquement de leur emploi, tellement ça leur est désagréable. Ils doivent lutter chaque matin pour aller travailler. Et ça, alors que on aurait tout à gagner à les sortir de l'emploi pour pouvoir permettre aux entreprises d'adopter leur rythme, leur plein rythme de production, créer une nouvelle société de l'automatisation, donc une nouvelle industrie qui créerait ces machines qui automatiseraient la production. Les emplois ne servant à rien seraient simplement supprimés. Ceux qui nécessitent, qui sont convertibles seraient convertis à la machine. On crée cette nouvelle industrie qui a bien plus forte valeur ajoutée. Et donc, on crée une nouvelle industrie à bien plus forte valeur ajoutée, donc plus génératrice de création de richesse, donc de plus de richesse à partager. Et donc, on peut après disposer de cette nouvelle manne, de cette nouvelle force vive économique qui a été libérée de l'emploi pour contribuer dynamiquement à l'économie, grâce à l'environnement que nous proposons à courant constructif, que vous pouvez voir actuellement sur le site Renouveau Sociétal, où il y a l'économie de l'avenir dans le programme.
Et donc, ça fait que tout individu qui aurait une idée, qui aurait toute innovation, aurait sa chance de voir le jour, tout en étant financé non pas par l'épargne, comme c'est le cas par exemple dans le crowdfunding, où on a vu que le crowdlending, c'est-à-dire la prise de participation au capital, s'est avérée complètement foireuse. On a eu on avait en France un fleuron mondial du crowdlending qui a fait faillite parce que le taux d'échéance des dossiers sélectionnés était mirobolant. Et le problème, c'est que ça veut dire que tous ceux qui ont investi ont perdu leur épargne. Et en réalité, la source du problème était que pour survivre, l'entreprise qui n'avait pas assez de dossiers, qui ne gagnait pas assez sur chaque dossier, s'était retrouvée contrainte d'accepter des dossiers qu'elle savait foireux. Alors que si on démocratise tout ça, qu'on amène la population à faire ses choix, à décider elle-même de ce qu'elle souhaite pour son avenir, ça signifie que ce sont les clients eux-mêmes des entreprises qui vont valider le concept. Et si on passe au travers de l'AMI, tel que donc l'économie de l'avenir sur Renouveau Sociétal, eh bien on se retrouve avec un dispositif qui fait que c'est par la création monétaire, comme aujourd'hui quand on va faire un emprunt bancaire, c'est par la création monétaire qu'on finance cette frange de l'économie, et donc on soumet toute la fraction de l'économie soumise à la population, à laquelle la population contribue, à la démocratie. C'est la population qui prend le pouvoir sur la création monétaire. Et les banques n'en sont pas exclues puisque ce sont elles qui génèrent cette création monétaire. Ainsi, elles retrouvent leur rôle initial d'intermédiation financière. Elles ne décident plus de ce qui est viable, puis de quoi doit être fait l'avenir. C'est la population qui décide de quoi est fait l'avenir. Et la banque se contente de financer cet avenir, conformément à la concession de banque qu'on lui a accordée pour ce faire. Parce qu'une concession de banque, c'est ça. On vous donne le pouvoir de créer de la monnaie pour financer l'économie, pas pour décider de ce qui est bien dans l'avenir. Si vous allez voir un banquier, il n'a pas à vous dire non, alors ça, je ne crois pas que dans l'avenir, ça soit porteur. Il n'a pas à vous le dire. Ça ne le regarde pas. Je veux dire, il n'a pas la capacité, en fonction de quoi il se permet de décréter que tel ou tel concept ne sera pas porteur. Il n'en sait rien du tout, le banquier. C'est sa vision personnelle. Et puis le problème, c'est que il a le pouvoir monarchique dessus. C'est-à-dire que rien ne peut empêcher un banquier de vous prêter, mais rien ne peut l'empêcher de refuser de vous prêter. Alors qu'il le fait avec une concession qui, elle, est publique. C'est-à-dire que le peuple lui a donné la concession pour qu'il puisse accorder des prêts. Et donc, ça veut dire qu'on tombe dans un système qui a fini par devenir déviant, parce que la banque, gagnant sa vie sur ses crédits, a finalement orienté le crédit de plus en plus là où il était le plus rentable, où il y avait le moins de risque de perte, vers la finance, de moins en moins vers l'économie réelle. Et quand c'est dans l'économie réelle, c'est par le relationnel. On vous refuse à vous 30 000 balles pour créer votre petite boîte, qui pourtant serait très rentable parce que vous n'avez pas de garantie. Par contre, on se retrouve entre potes autour d'une table dans un restaurant de luxe et on emprunte 10 millions pour un projet foireux. Et donc, on est arrivé à ce niveau-là où le système économique ne fonctionne plus que par connivence. Et pour financer tout ça, sont venus s'ajouter des dispositifs. On a créé du crédit sur le crédit, du crédit sur le crédit, du crédit, du crédit, du crédit. Et donc, les banques sont devenues instables. En mettant en place l'économie du XXIe siècle, telle que nous la concevons à courant constructif, nous restons dans le capitalisme. Mais c'est un capitalisme qui est révisé, qui est profondément remanié, dans lequel une fraction de l'économie, une fraction de la création monétaire est soumise à la volonté du public qui trace la voie qu'il souhaite pour lui dans l'avenir. Et donc on tombe dans une économie qui est écologique. Elle est écologique parce que la population est écolo. Il suffit de voir sur les sites de crowdfunding pourquoi les gens votent. Si les gens ne prennent pas n'importe quel projet. Elle est écologique parce que la population ne gâche plus de l'énergie pour aller prendre la place d'un robot à l'usine. Il y en a qui me disent oui, mais un robot ça consomme de l'énergie. Oui, mais quand vous êtes à l'usine, de toute façon vous avez une machine pour vous assister. Donc ça ne change rien, on se contente d'automatiser la machine. Et puis le robot, lui, n'a pas besoin de parking. Il n'a pas besoin de vestiaire, il n'a pas besoin de douche, il n'a pas besoin de réfectoire.
Donc il n'a pas besoin d'espace, hein. Il a juste besoin de l'espace pour produire. Et donc ça fait qu'on peut densifier la production, on peut avoir beaucoup plus de production sur une beaucoup plus petite surface. Et donc la même production industrielle va nécessiter moins de terrain. Et comme l'industrie est alors soulagée de la responsabilité de créer de l'emploi, elle n'a plus besoin de produire massivement de la merde à bon marché pour que les gens puissent tous avoir un travail, pour avoir un salaire, pour pouvoir acheter les produits pas trop chers, qui ne durent pas trop longtemps qu'ils ont produits. C'est là, on peut commencer à envisager de produire plus qualitatif et moins quantitatif. On a une nouvelle industrie qui va produire de la bonne qualité en exploitant mieux la matière parce que le robot est non seulement plus rapide mais aussi plus précis, donc on va avoir moins de consommation d'énergie. Et tout ça en générant bien plus de création de richesse, puisque c'est une industrie de pointe qui donc a une beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et tout ça nous amène sur l'échelon suivant du concept de courant constructif, où l'industrie vient s'intriquer, cette industrie, entre autres de l'automatisation, hein, qui peut concerner l'agriculture, vient s'ajouter l'industrie du captage du carbone et de l'exploitation de ce carbone. Avec le CO2, le CO2 atmosphérique, c'est le pétrole du 21e siècle. On peut faire avec le CO2, qui aujourd'hui génère le réchauffement climatique, tout ce qu'on peut faire avec le pétrole. Et au-delà, on peut faire avec le CO2 des choses qu'on ne peut pas faire avec le pétrole. Comme par exemple de la protéine alimentaire synthétique. C'est-à-dire que le CO2, on peut le manger. Alors que le pétrole, bon, je sais pas si c'est malsain, mais je veux dire, bon, je vous laisse le plaisir de le manger. Là, on peut créer de la protéine alimentaire synthétique qui va pouvoir servir dans des plats qui autrement seraient trop peu nourrissants. Et donc, ça fait qu'on peut créer une alimentation de toutes pièces qui devient écologique. Alors, faut imaginer jusqu'où ça va. Mais l'essentiel, c'est qu'avec le carbone, on peut créer de la fibre de carbone. Et la fibre de carbone a une caractéristique principale, c'est qu'elle remplace l'acier et l'aluminium. Donc imaginez qu'on construise les voitures en fibre de carbone. Elles seront construites en fibre de carbone, hein. Ce sera le cas. Hein. C'est pas la voiture en acier, c'est fini. Hein. C'est obsolète. Toutes les voitures qu'on fait sont en acier, c'est obsolète. C'est du XXe siècle. C'est parce que la société n'a toujours pas évolué du XXe siècle au XXIe siècle. Donc on doit entrer dans le XXIe siècle. La société met 30 ans pour évoluer, les flux financiers mettent 30 ans pour se réorienter, et le temps que ça se fasse, eh bien, nous allons entrer dans le XXIe siècle, et les voitures seront en fibre de carbone. Mais aujourd'hui, la fibre de carbone, elle est issue du pétrole. Là, elle sera issue du CO2. Donc ça veut dire que quand vous avez une voiture qui est en fibre de carbone, elle est plus légère, donc elle a besoin de moins d'énergie. Elle est construite en CO2, c'est-à-dire que plus il y a de bagnoles, puis moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. Mais par-dessus le marché, on a économisé les émissions de CO2 de l'aluminium et ou de l'acier. Rendez-vous compte, c'est mirobolant l'économie. Ça veut dire que la voiture devient carbonégative. On dépollue l'environnement. On a créé une industrie de dépollution de l'environnement. Et si la fibre de carbone remplace l'aluminium et l'acier, on va créer les robots en fibre de carbone. Ça veut dire que quand vous avez un robot agricole, au lieu que vous ayez quelqu'un qui aille s'éreinter dans les champs à ramasser les fraises pendant 3 semaines à 4 pattes, quelqu'un qui a 55 ans aura mal partout, va coûter une fortune à la sécu, il va très mal finir sa vie avec une retraite de misère. Vous avez un robot qui fait le travail, qui le fait beaucoup mieux. On peut calibrer de manière très précise le mûrissage des fraises en fonction de leur destination. Plus on va loin, puis moins il faut qu'elles soient mûres. De sorte que partout où elles sont distribuées, elles arrivent à maturité exacte. Par infrarouge, ultrasons, densité, etc., etc. Et donc ce robot, il est en fibre de carbone. Et ça fait que, au lieu d'avoir des gens qui prennent leur gros diesel pour aller travailler dans les champs, vous avez des robots solaires qui tranquillement, sans faire de bruit, récoltent les fraises. Et les gens qui étaient dans les champs à récolter les fraises, ben, ils sont dans l'usine à fabriquer des robots. Au lieu de s'arrêter dans les champs à 4 pattes, ils ont un joli travail qualifié dans l'usine qui fabrique les robots. Comme de fabriquer ces robots ne crée pas d'emploi pour tout le monde, ça crée de l'emploi, des bons emplois de bonne qualité. Donc on élève la qualité de l'emploi considérablement, comme on l'avait en 1950 où l'emploi était de bonne qualité. Eh bien, une masse de gens n'a pas d'emploi et donc on vient la rassembler dans une nouvelle couche économique
visant à interagir dynamiquement à l'économie. C'est la couche d'économie contributive qui va démocratiquement tracer la voie pour elle dans l'avenir. Et le fait de faire comme ça va faire que non seulement d'un côté on aura une industrie beaucoup plus rentable, donc ça veut dire que l'État va avoir de meilleures rentrées, il n'aura plus de déficit mais du bénéfice, mais de l'autre côté on va se retrouver avec une population qui ajoute une nouvelle couche productive, donc une nouvelle couche de création de richesse. Au lieu de subventionner des emplois sans valeur qui détruisent de l'humain, on va cesser toute subvention pour profiter de notre niveau de développement technologique, de sorte qu'on va pouvoir avoir une production très supérieure au niveau de développement des émergents, qui eux vont pouvoir hériter de notre industrie obsolète. Toutes les industries obsolètes n'ont pas vocation à perdurer ad aeternam, mais certaines ont vocation à le faire encore un moment. Et donc celles-là, on va les délocaliser, ça fait qu'on va les élever. Ils vont pouvoir s'enrichir en ayant un travail, en ayant un emploi, et donc devenir nos clients pour ceux qui ne savent pas produire, et donc on étend notre marché. Et donc on augmente la génération de richesse, puis plus on crée de richesse, et plus on dépollue l'environnement. Et c'est ça la clé. Ça veut dire qu'en entrant dans cette économie intriquée, on va inverser le réchauffement climatique. Je pense que pour le premier live, ça devrait suffire. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Là, je pourrais vous parler comme ça pendant 6 heures, tellement j'ai de choses à vous dire. Alors, je ne vais pas vous tenir la jambe aussi longtemps. Mais voilà. Alors, si vous avez des questions, ben allez-y, tapez-les. Est-ce qu'on en a perdu en route ou vous n'avez pas de questions? Ah ben Géo, ben tu regarderas la rediff. Et puis sous la rediff, tu mettras tes questions et puis j'y répondrai. Comme ça, les autres pourront toujours venir aussi. Voilà. Ça fait 1 heure de vidéo. Je crois que c'est pas mal quand même. J'ai pas, je suis loin d'avoir fait le tour. Après, je pourrais entrer dans le détail. Dans l'avenir, je vais essayer de faire des lives comme ça. Je vais essayer d'en faire toutes les semaines. Puis dans l'avenir, je vais entrer de plus en plus dans le détail. C'est-à-dire, vous parlez de l'industrie machin, vous parlez de l'interaction économique bidule, clac, clac, clac. On va entrer progressivement dans le détail pour que vous ayez une vision de l'économie empathique telle que nous la concevons. Parce que ce que nous faisons, c'est une économie empathique. Alors voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous dis bon confinement.